Il y a 4 ans environ, en 2014, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire autre chose que le cadre académique habituel dans lequel je me trouve. Moi qui suis soi-disant philosophe, qui intervient dans un contexte tout à fait académique, il m'est paru important, ou du moins intéressant, comme je viens de le dire, de questionner les conditions dans lesquelles le discours philosophique est présenté, et notamment les cadres qui sont les siens, en particulier le cadre académique, pour déplacer un peu les choses et retrouver de la philosophie presque dans son immédiateté et essayer, prendre ce risque de faire de la philosophie spontanément, dans l'improvisation. Donc est née cette idée de performer la philosophie de manière improvisée et de venir l'interroger par ailleurs par d'autres modes de pensée qui ne soient pas celles du discours, celles de la pensée rationnelle, donc celles des arts, la danse, la musique, l'image, vidéo en particulier, et de considérer qu'au fond, l'enjeu actuel, c'est les conditions technologiques d'évocation, les conditions technologiques de pensée, les conditions technologiques d'apparition du sens. Alors j'en ai fait toute une série, et puis j'ai décidé ici de présenter une thématique que je n'ai jamais encore traitée, à savoir le daimon. On verra de quoi il s'agit ensemble. Le daimon, donc de Socrate au drone, avec une idée peut-être un peu farfelue, un peu risquée encore une fois, qui est que si nous voulons comprendre ce que sont que les drones, nous avons peut-être besoin d'avoir recours au daimon. Voilà l'idée que j'aimerais vous présenter, travailler ici, maintenant, avec eux, comme ça, en prenant le risque de l'improvisation.
cette figure étrange qui hante d'une certaine manière l'histoire de la philosophie. Qui est le daimon? À quelles conditions intervient-il? De quoi est-il fait? Quel dialogue instaure-t-il avec l'histoire de la raison? Que signifie au fond daimon? Si on entend par daimon le daimon de Socrate, celui qui est le plus célèbre, celui qu'on vient toujours présenter en premier, celui que tant et tant ont commenté, nous pourrions toutefois aller un petit peu en deçà, aller puiser du côté de la haute antiquité, ou du moins des champs homériques. On trouve là, par exemple, dans l'Odyssée, quelque chose d'assez étonnant, c'est que Ulysse, on dit Polou Métis, l'homme aux 1000 ruses, celui qui, trop faible, pourtant triomphe par le détour. Tel le poulpe ou le renard qui sans cesse se reconfigure, échappe au moindre geste qui essaierait de l'enserrer. Eh bien, Ulysse, à chaque fois qu'il s'est agi de décider, le daimon intervenait. Il lui disait, il l'entendait, il bifurquait. Ne franchis pas Ilios. Ulysse s'interrompt dans sa course. Lui, le héros. Sors de la grotte de Circé pour ne pas mourir. Sors de la grotte de Circé, vite. Daimon. Chaque fois que l'errance l'amènerait aux abîmes, il est en quelque sorte sauvé par une voie. Bifurque. La voie est tracée. Le destin semble scellé, et pourtant bifurque. Ulysse, entendez le daimon. On verra juste après que Pénélope entendait aussi le daimon. Bien avant Socrate, donc. Et un moment que vous connaissez tous, à savoir le moment où Ulysse entend le chant des sirènes, une fois encore le daimon intervient et lui dit « Bouge-toi les oreilles. Ulysse, bouge-toi les oreilles. » Ulysse n'entendait rien. Ulysse n'est pas mort parce qu'il n'entendait rien. Ulysse n'entendait rien. Pénélope, parce qu'il a entendu, il n'entendait rien, il est sauf. Parce qu'il n'entendait rien, il a entendu, il est sauf. Pénélope, elle aussi, a entendu le daimon. Vous connaissez tous cette histoire de Pénélope pour écarter les prétendants. Tisse et détisse chaque jour son voile de mariée. Elle l'a promise à temps et temps. Mais elle attend le retour d'Ulysse. Elle y croit, et le daimon lui a dit « Tisse, détisse. Tisse, détisse. »
10, bêtise, encore, encore. La répétition fera l'amour retrouvé. La répétition fera l'amour retrouvé. 10 et 10. La répétition, mais là, on n'est pas encore dans la philosophie. On est simplement dans les vieilles histoires, celles qu'on raconte aux petits-enfants, disait Platon, à savoir les mythes. La répétition fera l'amour retrouvé. Ça bourdonne dans l'esprit même de Platon qui, voulant congédier les mythes, les fera revenir encore aussi. On inventera, fera l'amour retrouvé. La répétition fera. La répétition fera. La répétition encore. La répétition fera. L'amour retrouvé. La répétition fera. La répétition fera. La répétition fera. La répétition fera. Qui est donc le daimon de Socrate? Socrate, dans l'Apologie, qu'écrit Platon, apparaît et dit « Depuis mon enfance, j'entends une voix. » Délire pour l'homme qui est censé incarner la raison, le logos grec, celui qui démontre, celui qui est capable de faire accoucher la vérité chez chacun, lui serait pris par des voix qui bourdonnent, il délire, il entend des voix. Lui aussi bifurque. Pourtant, ce n'est pas les rangs. Le daimon est alors une sorte d'intercesseur entre les immortels et les mortels. Il reste une membrane qui monte, qui descend, qui vibre entre les deux. Mais comment parvenir à comprendre ce qu'est le daimon? Socrate ne l'invoque pas systématiquement pour dire « Oh, je pense ça parce que c'est le daimon qui me l'a soufflé ». Le daimon ne donne pas des idées. Il est plus loin que l'œil de l'esprit, plus profond, plus ailleurs. C'est très énigmatique, parce que la figure habituelle qu'on nous présente toujours de Socrate, le philosophe, celui qui ouvre l'enjeu de la rationalité telle qu'elle. Plus de poème, plus de mythe, juste la raison, la définition. La recherche de la définition. Ce qu'est quelque chose. Quelle est sa cause? C'est ça. Ah, des sombres ténèbres qui voleraient derrière l'esprit de celui qui pense. D'ailleurs, sans faire une image, ça se laisse se tromper complètement sur ce que dit Socrate. Il l'entend, mais il ne le voit pas. Et d'ailleurs, au sujet des images, dans un texte fameux, dans le Phèdre, on trouve ce mythe étrange de l'origine de l'écriture, où Socrate s'interroge sur les images et dit l'écriture qui nous fait croire qu'on n'oubliera plus jamais parce que c'est inscrit, en fait, est comme les figures peintes qui trompent l'œil. Elles sont là, on aimerait les toucher, elles paraissent vraiment présentes. Et pourtant, elles sont plates, et elles ont une bouche qui s'ouvre et rien ne sort quand on les interroge. Elles restent muettes, comme les livres. C'est écrit, vous interrogez, qu'est-ce que tu veux dire? Rien ne sort, il ne se passe rien. Donc le daimon ne peut pas être une image, même une image de l'esprit. Ce ne serait pas cohérent. Qu'est donc le daimon? Même au moment le plus tragique de la vie de Socrate, dans l'apologie que raconte Platon, eh bien Socrate entend le daimon qui lui dit « Tu dois mourir. Tu dois mourir. Il faut mourir. Pour la Grèce, tu dois mourir. Il faut mourir, tu dois
doit mourir. Étrange. Le daimon, s'il est attaché à l'esprit de celui auquel il s'adresse, ne va pas vouloir son malheur, sa mort définitive, sa disparition. À quoi bon? Il faut mourir, tu dois mourir. Il faut mourir, tu dois mourir. Bois la ciguë et meurs pour la Grèce. Il faut le faire. Drôle de conseiller, si le daimon conseille. Pourtant, il apparaît toujours au moment opportun, le kairos. Le juste moment où il faut décider, faire quelque chose qui va cristalliser tout ce qu'il y a à cristalliser. On pourrait dire que daimon, c'est une sorte d'intuition, peut-être. Peut-être risquée. Le daimon, peu à peu, va être interprété par des auteurs tardifs, comme Plutarque ou Apulée, qui vont nous amener peu à peu vers les anges gardiens. Et nous verrons qu'il y a un lien. Apulée, par exemple, nous dit dans son Dédéo Socratis, Oda autem incerta Socratis, Oeciam daemon ille ferme prohibitum ibat, nunquam abortatum quodam modo assio praetutam. Est, enim Socrates, ut pote vir acrime perfectus, et sese agonia concretia, sibi officia quantus. Ulo aborta ire, unquam indigebat. Le mal de tous les corps, le diable, le maladie, la mort, les ennemis, il est retour.
gardien de cité, il repousse le mal au loin. Et la religion catholique, peu à peu, va vouloir récupérer certains rites païens. En condamnant la dévotion aux saints, tu peux remonter si tu veux. Oui, tu me regardes. Normalement, tu vas faire ton équipe. Les gens sont rebelles. Je disais donc, les anges gardiens vont remplacer les saints. Les daimons, ils vont devenir ceux à qui on parle, ceux qu'on prie au quotidien pour apprendre à bien mourir. C'est un certain Jacques Corré, j'ai découvert ça en travaillant pour cette conférence performance. Né à Valenciennes et mort à Liège, qui a édité plus de 30 ouvrages. Plus de 30 ouvrages sur la question des anges gardiens. L'ange gardien protecteur spécialement des mourants. La bonne mort sous la protection des saints anges gardiens, présenté aux personnes qui pensent sérieusement à bien mourir. L'ange conducteur dans la dévotion chrétienne aux pratiques pieuses en faveur des âmes dévotes, avec une instruction sur les grandes indulgences dont jouissent les personnes associées dans la confrérie de l'ange gardien. Ouais, petit bras à l'époque, on disait tout sans sommet. Et des prières aussi ont été inventées pour les anges gardiens. Par exemple, dites souvent le petit office de l'ange gardien et consacrez son honneur le mardi, lui dédiant toutes les actions de cette journée. Les anges gardiens sont les miroirs de l'âme. Ils se divisent en deux groupes, Kakodaimon, Eudaimon. Kakodaimon, les anges de la tentation, du mal, du désespoir, du tartare. L'autre, Eudaimon, ceux de miséricorde, de la concorde, du bien mourir. Il faut savoir bien mourir. Prie ton ange gardien pour 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 bien mourir. Bon, on l'a vu, Daimon, Ulysse, trop grec, presque, ou plutôt trop lointain. Ensuite, Daimon socratique, l'étrange éruption de l'irrationnel dans la raison. Et les drôles dans tout ça, ça vient faire quoi là? Parce que ça, c'est un Daimon. Ça clignote, ça ressemble à un jouet.
résumé. Un simple résumé. Rien à voir avec modèle, ni partie supérieure de l'âme, ni voix qu'on entend. À jouer. Bon. Pourtant, c'est pas comme ça qu'on nous les présente d'habitude. Les drones, c'est la guerre! Les drones, c'est la guerre, c'est même un certain type de guerre. Une guerre préventive. Une guerre sans mort du bon côté. Une guerre sans risque. Une nouvelle guerre sans combat. Un membre du département américain, un certain Jeff Hawkins, du département de la démocratie et des droits humains, dit cette chose incroyable. Il y a une guerre pour et ronde pour la façon la plus raffinée, la plus précise, qui met tous les traces chirurgicales, sans dommages collatéraux, et la plus humaine de la monnaie. Il y a une guerre en cours, les rondes sont la façon la plus raffinée, la plus précise, la plus humaine de la monnaie. Projeter du pouvoir sans projeter de la vulnérabilité. C'est ça, le rôle. Surveiller, contrôler, projeter du pouvoir sans projeter de la vulnérabilité. Peut-on lutter? Peut-on lutter avec les drones? L'autre, tout à l'heure, il est parti. Dans sa petite cage, il est parti, là-haut. Après, il a voulu revenir. Voulu. Y a-t-il de la volonté ou pas? Justement, les drones, dans la guerre, c'est Grégoire Chamaillou qui disait cela dans un ouvrage qui se trouve dans l'État, là. C'était l'annihilation de la volonté. Est-ce que les drones, c'est la volonté via le daimon, ou est-ce que c'est l'annihilation de la volonté? Est-ce qu'on peut lutter avec ces choses-là? Est-ce qu'on peut lutter en jouant avec ces choses-là? Veux-tu lutter avec moi? C'est parfaitement inoffensif. Quand vous tombez de la gazon, c'est un peu ridicule, c'est un petit peu, il ne rien du tout. Veux-tu lutter avec moi? Veux-tu avec moi? Veux-tu jouer avec moi? Ah, tu peux lutter? C'est la guerre en fait, tu peux vraiment lutter. C'est la guerre. Moi je veux jouer avec.
Bon, c'est clair, un philosophe, ça fait pas ça. Ça ne court pas dans tous les sens, ça fait pas des cris de petits enfants, ça joue pas avec des bidules en papier qui ressemblent même pas à un drone. Non, c'est sérieux. Ça fait des belles conférences, petit 1, petit 2, petit 3. Ça manipule des concepts qui font peur, qui impressionnent. Il n'y a pas de spectaculaire en philosophie, jamais. On est assis, on a une table, on a des textes. On lit, parfois les meilleurs peut-être ne lisent plus. La rhétorique, non, c'était avant. Il n'y a pas de rhétorique du corps, il n'y a pas de rhétorique de la voix, il n'y a pas de rhétorique en philosophie. Pensée pure, la langue n'est qu'un véhicule transparent. Jamais la philosophie n'est mise en danger, jamais elle est théâtralisée. Il n'y a pas de théâtralité en philosophie, aucune. Pourquoi alors en rajouter tant et tant et faire toutes ces petites choses-là, un peu ridicules, prendre ce risque-là, je le disais en préambule. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'autre manière, d'une certaine façon, de faire de la philosophie que de manière expérimentale, en tout cas, si la question des conditions technologiques du sens a un sens. Et ces choses-là, qui apparaissent comme des petits jouets, on pourrait se demander si qui est le Kako-Daimon, qui est le Daimon. Est-ce que celui-ci, qui même s'il a fait des petites fantaisies tout à l'heure, et finalement sagement a joué son rôle, il m'a suivi comme un bon Daimon, est-ce que c'est celui-ci le plus amical? Est-ce que c'est celui-ci en qui il faut avoir confiance, qu'on peut éteindre si facilement? Et celui-là qui, bien sûr, imposant avec ses yeux rouges, clignote et nous dit « Je suis méchant, je suis agressif, c'est contre moi qu'il faut lutter. Insurrection contre les drones. Il le faut. » Il y a de l'intelligence artificielle en plus là-dedans. Il faudrait revenir sur tout ça. Les cerveaux artificiels. L'histoire, la mécanisation, de l'électronisation, de l'informatisation du cerveau. Je pense que la guerre, si guerre il y a avec les drones, c'est une guerre du sens, d'une certaine manière. Une guerre des idées. Une guerre à la bêtise, à la paresse de la pensée, celle qu'on trouve si souvent. J'aime bien cette phrase de Deleuze qui dit, je crois que c'est lui qui a dit ça, ma mémoire pour faire défaut, que finalement, la philosophie, c'est lutter contre la bêtise. Alors j'ai fait le bébé peut-être aujourd'hui, mais il y avait peut-être un petit peu de philosophie là. Les questions que je voulais poser, qu'est-ce que Daimon? Qui est-il? Que nous fait-il? Est-ce qu'un drone, c'est un Daimon? Pharmacone, les livres. Je vais en parler quand on parle. Faut-il rematérialiser la pensée? Y a-t-il des conditions pour penser? Le Daimon, finalement,